Eh bien, on va commencer. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, je m'appelle Sandra Mondy. Je suis art thérapeute, parce que c'est pour ça qu'on est là. Et ma présentation aujourd'hui, en fait, la question, c'est quel apport pour le patient dans une prise en charge pluridisciplinaire quand on est en psychiatrie. D'accord ? Alors, je suis art thérapeute, donc je suis art thérapeute RNCP. Je reviendrai sur ce que veut dire ce sigle un petit peu plus tard. Et je travaille au Flamboyant Est comme salarié. Donc, juste, je vous fais une petite parenthèse sur la formation d'art thérapeute. Alors, art thérapeute, il faut savoir que ce n'est pas un diplôme d'État. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il existe énormément de formations diverses et variées, avec des contenus très différents. Donc, si vous souhaitez un jour faire une formation, renseignez-vous sur la pertinence de la formation, sa durée, la manière dont les gens sont évalués, etc. D'accord ? Parce qu'on voit fleurir de plus en plus des formations en 2 semaines ou 3 semaines sur Internet. Moi, ça m'inquiète un petit peu, hein. Voilà, pour tout vous dire. La certification RNCP, ça veut dire que le titre est enregistré au Registre national des certifications professionnelles. D'accord ? Donc ça veut dire que ce n'est pas un diplôme d'État, mais ce certificat-là est enregistré et reconnu auprès de l'État. Donc d'abord, grande question, qu'est-ce que c'est l'art-thérapie ? Alors déjà, je vais commencer par ce que ça n'est pas. Donc, par exemple, vous voyez que le terme art-thérapie, c'est un petit peu employé on va dire, dans différents contextes. Notamment, on va trouver des coloriages, par exemple, anti-stress. Et bon, voilà, ça, c'est pas de l'art-thérapie, d'accord ? C'est du coloriage anti-stress, oui, si vous voulez, mais on ne peut pas appeler ça thérapie sous prétexte que ça fait du bien à la personne qui le fait. Donc, si je détaille ce que ce n'est pas une pratique personnelle. Ça veut dire que si vous dessinez, si jamais une personne fait du dessin, ce n'est pas pour autant qu'elle fait de l'art-thérapie. D'accord ? Ce n'est pas du bien-être. Ça aussi, c'est une dénomination que j'entends souvent. Il y a certains patients qui vous diraient que quand ils sortent de séance, ils ne sont pas forcément... sur le coup, ça remue, comme toute thérapie. Ça ne veut pas dire que dès qu'on en sort, on se sent bien. Donc, ce n'est pas comme un massage où on se dit on se ressort, on est détendu. C'est un travail qui prend du temps, c'est un travail en profondeur, donc ce n'est pas toutes les séances qu'on ressort en se disant tout va bien, quoi. Ce n'est pas un atelier créatif, ce n'est pas un atelier artistique ou artisanal, d'accord ? Ce n'est pas de l'animation, je ne fais pas des ateliers que j'anime, ce n'est pas faire des mandalas ou du coloriage, ce n'est pas un cours de dessin non plus, ou de danse ou de peinture, on n'est vraiment pas dans le même registre, d'accord ? Et ça aussi c'est très important de le comprendre. Ce n'est pas une médecine douce et ce n'est pas une expérience spirituelle non plus. Voilà, je préfère être très claire. En tout cas, ce n'est pas moi ma conception de l'art-thérapie et de mon travail. Si je devais donner une définition générale, parce qu'en fait, il y a plusieurs courants d'art-thérapie, d'accord ? Donc moi, j'ai travaillé cette présentation, on l'a construite avec une de mes collègues qui est elle-même art-thérapeute et qui n'a pas le même courant que moi de formation de base. On est tombé d'accord sur cette définition-là. C'est une méthode de soins qui passe par la stimulation de la créativité pour amener des personnes en difficulté vers un mieux-être. D'accord ? Ça nécessite la présence d'un professionnel compétent de l'art-thérapie. Ça ne se pratique pas seul, c'est-à-dire là, je parle du professionnel. Okay ? Il y a besoin d'avoir du tiers et des limites, parce que ça ne se substitue pas aux autres suivis. D'accord ? L'art-thérapie, ça ne remplace pas un suivi psychiatrique ou un suivi par un psychologue. Okay ? Au sein des flamboyants, c'est sur prescription médicale. Quand on travaille en libéral, pour moi, à minima, parce que je travaille aussi en libéral, à minima, je m'assure que les gens ont par ailleurs un autre suivi. D'accord ? Voilà. Sauf si c'est des cas très légers j'ai un petit coup de mou, bon, voilà, ok, là, ça peut passer. Si j'ai des gens qui sont... c'est pour ça que c'est très important de passer du temps à bien discuter avec les personnes. Si j'ai des gens qui sont en sévère difficulté, je vais m'assurer avant qu'il y a par ailleurs d'autres professionnels de santé, en fait, pour les accompagner. Et c'est un métier qui est soumis au secret professionnel et à un code de déontologie. Alors, si je reviens un petit peu sur l'art-thérapie dans la prise en charge des patients au sein de la clinique des Flamboyants, je vais commencer par... vous
vous connaissez les 3 cliniques de soins psychothérapeutiques. Il y en a une dans l'Ouest, une à Saint-Pierre et une à Bras-Panon. On accueille ici en majorité des patients avec des troubles dépressifs et névrotiques. Et il y a une volonté de proposer vraiment une prise en charge globale avec une équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire que vous avez des psychiatres, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, bien sûr, ça paraît assez normal. Et ensuite, vous avez psychologues, psychomotriciennes, art-thérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, enseignants d'activité physique adaptée. Pour ceux qui étaient là à 9h, vous avez vu une présentation là-dessus. Assistantes sociales et éducateurs. Et il y a aussi des intervenants extérieurs qui viennent faire du qigong, de l'expression corporelle, de la photographie. Il peut y avoir divers intervenants. Donc, l'art-thérapie, c'est présent dans la clinique des Flamboyants depuis 1995. C'est un vrai choix stratégique, et notamment parce que le docteur Dabadi, qui est le psychiatre et le PDG du groupe, y a tout de suite vu un intérêt. En fait, lui, dans sa pratique en tant que psychiatre, je vous lis ce qu'il a dit quand j'ai souhaité l'intégrer dans cette présentation. Créer, c'est d'abord être dans un état différent. L'art-thérapie consiste à utiliser le processus créatif, et ça c'est très important, c'est le processus créatif qui compte, à des fins thérapeutiques, en permettant de prendre contact avec sa vie intérieure. Au sein d'une relation thérapeutique et sécurisée par un cadre solide, elle permet d'ouvrir et développer un autre espace que la souffrance psychique inhibe totalement. Développer cet espace, c'est ouvrir une des portes du soin, c'est permettre une expression différente des émotions, y compris celles refoulées. Comment ça se passe concrètement maintenant quand il y a un patient qui doit être pris en charge? Alors, c'est soumis, ce que je vous disais ici, à une prescription médicale par le psychiatre référent. Et la demande de prise en charge, elle peut se faire de différentes manières. Parfois, c'est le patient qui dit « Ah bah tiens, moi j'aimerais bien faire de l'art-thérapie ». Alors parfois, en ayant complètement une fausse idée de ce que c'est. C'est ça qui est important aussi. Ça peut être parce que le psychiatre dit « Ah bah tiens, c'est pertinent pour le prendre en charge sur telle et telle chose ». Soit ça peut être parfois les autres professionnels, les collègues, que ce soit les infirmiers parce qu'ils passent du temps avec les patients, que ce soit ma collègue psychologue ou la psychomotricienne qui disent « Ah, je pense que ce serait intéressant que tu prennes ce patient-là ». Par contre, la décision finale, elle revient toujours au psychiatre référent. C'est-à-dire qu'avant de dire oui, on valide avec le psychiatre, est-ce que c'est OK, est-ce que c'est le bon moment, qu'est-ce que ça peut apporter en fait dans la prise en charge du patient. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de moi, la façon dont je travaille en art-thérapie. Donc déjà, j'ai un contexte dans lequel j'inscris ma pratique. Je suis supervisée par un psychologue et qui est aussi art-thérapeute en dehors de la clinique. Parce que ça permet de mettre du tiers. Mettre du tiers, ça veut dire que vous avez quelqu'un qui vient un peu vous taper sur l'épaule quand vous êtes, vous, la tête dans le guidon et que vous faites vos prises en charge. Et c'est très important d'avoir quelqu'un qui dit « Ah, tiens, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ça? De quelle manière? Pourquoi ?» C'est important d'avoir ce regard extérieur. Alors, l'avantage quand on travaille en équipe, ici, c'est qu'on l'a déjà un petit peu. C'est-à-dire quand on discute avec ses collègues, on a déjà ce recul-là. Mais quand on travaille en libéral, pour moi, ça devrait être obligatoire. Voilà. On ne peut pas travailler sans avoir quelqu'un qui permet un petit peu de mettre du recul dans sa pratique. Et ça, c'est vrai pour n'importe quelle pratique qui touche à la psyché, pour moi. Étroite collaboration avec la psychologue. Voilà, j'échange beaucoup avec ma collègue psychologue et je consulte les psychiatres sur des problématiques, vraiment sur des choses où j'ai un doute sur ma manière d'aborder les choses. Je veux vérifier que je ne vais pas appuyer sur les mauvais boutons, entre guillemets, avec des patients. Parfois, ça arrive, d'accord ? Donc, la première chose qu'on nous demande de faire, c'est ne pas nuire aux patients. Et parfois, avec les meilleures intentions du monde, on peut appuyer sur la mauvaise chose. Donc, c'est très important de consulter la psychologue, le psychiatre, pour voir un petit peu ce qui se passe avec le patient. On échange très régulièrement entre nous. On a la chance au sein des Flamboyants Est d'avoir une super équipe où on échange vraiment facilement et on est tous dans cette démarche-là. Voilà. Donc on peut se passer un petit coup de fil en disant « Tiens, j'ai vu Madame Untel, qu'est-ce que tu en penses ?» On est vraiment dans ce truc-là, c'est très collaboratif, ce qui est du coup extrêmement riche. Il faut savoir qu'on a des transmissions qui sont tous les matins. Alors moi, j'y vais une fois par semaine parce que je fais comme je peux dans mon emploi du temps. Mais il y a des transmissions tous les matins pour se dire qu'est-ce qui s'est passé pour les patients, pour chaque patient la veille, avec l'ensemble de l'équipe. Et on a des synthèses avec l'ensemble de l'équipe 3 fois par semaine pour chaque psychiatre, parce qu'on a 3 psychiatres différents, où on prend en fait 2-3 patients
sur ces journées-là, et on va en profondeur dans la prise en charge, l'évolution du patient, qu'est-ce qu'il faut apporter, qu'est-ce qu'il faut modifier, etc. En ce moment, moi, je fais beaucoup plus de la prise en charge individuelle, parce que c'est ce qui a du sens pour moi et qu'on me laisse la liberté de le faire. Et que, par contre, on a un groupe co-animé avec la psychologue qui, pour l'instant, est en pause, voilà, mais qu'on devrait reprendre. Quand je reçois les patients, je fais toujours un entretien préliminaire systématique. Ça veut dire que je prends un temps pour rencontrer déjà la personne, c'est très important. C'est une personne que vous allez prendre en charge. Il y a besoin de, c'est comme n'importe quelle relation, il faut bien partir de quelque part sur une relation. Ça permet aussi de voir avec le patient s'il y a concordance entre ce que moi je propose et ce que lui, il imaginait ou qu'il attend, d'accord ? Et puis si on peut se rencontrer là-dessus. Est-ce qu'il y a une vraie volonté de débuter un suivi en art-thérapie, une fois que je lui ai expliqué ça ? Parce que, comme dans n'importe quelle thérapie, il n'y a pas de thérapie s'il n'y a pas d'adhésion. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire de la thérapie. Ça n'a aucun sens. D'accord ? De la même manière, j'informe toujours les patients qu'ils peuvent arrêter quand ils le souhaitent. D'accord ? Si jamais ça ne leur convient pas, ça ne convient pas à tout le monde. Faut pas, voilà. Si jamais ça ne leur convient pas, ils n'adhèrent pas, ils n'ont pas l'impression... Moi, il n'y a aucun problème. Je ne prends pas ça personnellement. Si quelqu'un arrive un jour en me disant bah, « écoutez, je pense que ce n'est pas pour moi », il n'y a aucun souci avec ça. D'accord ? Je leur laisse la possibilité d'exprimer des attentes particulières et de voir si c'est des choses qui sont compatibles avec la manière dont je travaille. On détermine ensemble aussi la modalité de suivi, parce que vous verrez que j'ai 2 propositions différentes en fait dans la manière dont je suis les patients. Et puis je l'informe du fait qu'il y a une confidentialité, qu'il y a un partage d'un certain nombre d'informations parce qu'on travaille en équipe pluridisciplinaire et qu'il faut un suivi dans les dossiers, mais qu'on peut discuter ensemble des limites en fait de ça. Voilà. Je leur dis, s'il y a quelque chose où vous vous dites, ben là, tout de suite maintenant, je suis peut-être pas encore très prêt, et ben on voit si on peut limiter, par exemple, et en parler au psychiatre seulement. Vous voyez, l'idée, c'est d'arriver à avoir une relation de confiance, tout en expliquant aux patients que, en travaillant en équipe, de toute façon, c'est pertinent que la plus grande partie des gens aient les informations pour pouvoir les accompagner au mieux. Voilà. En général, ça se passe très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Hein. Mais je préfère toujours en discuter avec les patients. Alors, ma façon de travailler, j'ai 2 approches. Soit je propose de l'art-thérapie contemporaine, soit je fais de l'art-thérapie via la médiation, avec différents supports qui vont toujours viser à stimuler la créativité. Je peux commencer par l'art-thérapie contemporaine, si ça intéresse un patient, et ensuite évoluer vers de la médiation. Le sens inverse n'est pas possible. Je vous expliquerai ensuite pourquoi. Les points communs de ces 2 pratiques-là, c'est les suivants. Je m'appuie sur l'expérience créatrice comme moyen d'expression, c'est-à-dire que j'ouvre des voies de communication qui sont non limitées à la parole. La personne, elle peut percevoir et communiquer différemment son vécu singulier, sans utiliser forcément les mots. Je n'expose rien, quoi qu'il arrive. C'est un choix. Vous verrez qu'il y a certaines pratiques, vous rencontrerez peut-être des art-thérapeutes qui exposent les choses. Moi, les art-thérapeutes que je connais qui le font, c'est inscrit dans une démarche, dans un processus. C'est pas juste on expose pour... voilà. Je n'expose rien, pareil, je vous expliquerai pourquoi. Moi, c'est un choix que j'ai fait. Je n'expose jamais ce que font les patients, même dans ma salle. D'accord ? Et je ne fais pas de mesure et d'évaluation. C'est-à-dire que moi, mon évaluation, c'est... le patient, comment est-ce qu'il se sent, ce que me disent mes collègues sur le comportement du patient, ce que ça lui a apporté, etc. D'accord ? Parce que je ne veux pas rentrer dans un truc d'échelle et cocher des cases. Justement, l'art-thérapie, je trouve que c'est un endroit où on peut se permettre de faire les choses un petit peu autrement. La prise en soin en art-thérapie contemporaine. Donc, c'est une méthode qui a été développée par un psychopathologiste qui s'appelle Dr Jean-Pierre Royol. C'est une méthode de soins qui est dépourvue d'attente, de jugement et d'interprétation. Ça permet à la personne en souffrance en fait, de se dire les choses autrement qu'avec les mots dans un espace-temps protégé. Ça permet d'ouvrir une parenthèse un petit peu, que ce soit dans la vie sociale ou dans la vie institutionnelle. Et souvent, je leur dis, c'est un peu un sas de décompression créatif. D'accord ? C'est un processus thérapeutique qui peut permettre de retrouver un élan à l'extérieur des séances. Ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'extérieur, plus qu'à l'intérieur. Alors, le déroulement des séances, parce que je sais que là, ça fait très conceptuel, donc on va revenir sur du concret.
Il n'y a pas besoin d'avoir une compétence technique. D'accord ? Il n'y a pas besoin de savoir peindre, dessiner, savoir faire de la sculpture. Ce que je fais, c'est que je mets à disposition un dispositif créatif qui ouvre un temps d'exploration poétique éphémère. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de création d'objets en art-thérapie contemporaine. Et par objet, j'entends une peinture, une sculpture, on n'utilise pas les médiations artistiques. D'accord ? En fait, c'est un temps d'exploration et la personne, elle est invitée à s'en saisir comme elle en a envie. Ce qui est très important, c'est que ça reste éphémère. Pourquoi est-ce que c'est important que ça reste éphémère ? C'est parce que ça permet de ne pas fixer les choses et de rester dans l'instant. La personne, elle vient explorer comme elle est à ce moment-là. Elle aurait sans doute pas fait la même chose 10 minutes avant, 1 heure après. Je ne fais pas de lien entre 2 séances en art-thérapie contemporaine. D'accord ? C'est un peu comme si la personne, elle écrivait une feuille de journal intime éphémère. Vous voyez ? Et ça s'en va. Sauf que elle n'a pas forcément conscientisé ce qu'elle est en train de faire sur le coup. Parfois oui, parfois non. D'accord ? Ça lui appartient. J'accueille les silences comme les mots. Et ça aussi, c'est très important. Les patients, quand ils sont en séance d'art-thérapie contemporaine, je ne vais pas chercher à les faire parler. S'ils ont envie de me dire des choses, bien sûr que je suis là. S'ils ont envie de passer la séance en silence, ça me va aussi. J'ai des patients qui passent 3/4 d'heure sans parler. C'est rare, je vous avoue, mais ça arrive. Et ce n'est pas un souci. L'autre approche, c'est la prise en soin à travers la médiation. Donc là, dans ces cas-là, je vais utiliser les médiations artistiques ou éphémères. La grosse différence avec l'art-thérapie contemporaine, c'est qu'il va y avoir des propositions qui sont construites autour d'un objectif qui est défini avec le patient et qui est souvent défini avec le psychiatre. D'accord ? On essaie de faire concorder. Ça peut être, par exemple, identification, expression des émotions. Ça peut être travailler l'estime de soi, d'accord ? Gestion de l'anxiété. Tout ça, c'est des objectifs. D'accord ? Et les médiations que je vais proposer, elles ont pour but d'accompagner le patient vers cet objectif-là. J'utilise soit les médiations artistiques, c'est-à-dire le dessin, la peinture, l'argile, le chant, l'écriture, okay, soit des dispositifs éphémères. Et en médiation artistique, je laisse le choix aussi à la personne de parler ou non de ce qu'elle a fait. La grande différence, c'est que en général, je pose la question. Est-ce que vous avez envie de m'en dire quelque chose ? Il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. Il y a des gens qui vont dire oui un jour, non un autre. Je laisse toujours cette possibilité-là. Et une fois que la relation de confiance est établie, en fait, les gens s'en saisissent très facilement. Je n'interprète pas. Ça aussi, je leur dis bien, mon travail, ce n'est pas d'interpréter. D'accord ? Ce n'est pas comme un psychologue ou un psychiatre qui pourrait se servir du médium artistique et en dire quelque chose derrière, parce que moi, ce n'est pas mon travail d'interpréter, en fait. C'est vraiment de laisser la personne s'exprimer, à elle de voir si elle a envie d'en dire quelque chose ou pas. L'évolution des objectifs et des propositions, ça se fait aussi en fonction de l'évolution du patient. Parfois, ça se fait presque sur l'instant. C'est-à-dire, j'ai un patient qui arrive... Bonjour, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'aborder ? Et puis il y a des patients, tiens, il y a ça qui s'est passé, je sens que j'ai besoin de sortir ça, de travailler là-dessus. Ok, on va aller là-dessus. D'accord ? Donc quelques points importants. J'utilise très souvent l'éphémère, même en médiation. Pourquoi ? Parce que ça enlève un certain frein lié à la peur de mal faire. D'accord ? Ça aide aussi à redéfinir la créativité pour les patients. Quand vous avez des patients qui sont artistes eux-mêmes, parce que très souvent les gens qui ont envie de faire de l'art-thérapie, ils sont artistes eux-mêmes, et bien en fait c'est créer pour le plaisir de créer, pour le process de créer, pour ce que ça apporte de créer, pas forcément pour le résultat et pour le jugement qui va être posé dessus. Ça enlève tout ça en fait, l'éphémère. Parce qu'une fois qu'on a rangé, il n'y a pas moyen de dire « ah ben c'est beau, c'est pas beau, c'est bien ». Voilà. La peur de l'interprétation par des personnes extérieures. Quand on crée un objet, quand la personne crée un objet en séance, elle y met quelque chose dedans, consciemment ou inconsciemment. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qui a été créé ? On le garde pas, on le jette pas, et si jamais elle le montre à quelqu'un d'autre, vous avez des patients pour qui il peut y avoir toutes ces questions-là, en fait, qui rentrent en jeu. Quand c'est éphémère, la question ne se pose pas. Il n'y a pas de trace. Donc j'en arrive à ce point-là, supprime la question du devenir de l'objet, et ça illustre aussi le côté instantané et l'impermanence des émotions. C'est-à-dire que ça permet à la personne de ne pas être renvoyée en regardant cet objet à ce qu'elle a pu ressentir sur le moment. C'était sur le moment. Voilà. Je n'expose pas les créations des patients. Pourquoi ?
pas de recherche de performance pour le patient. D'accord ? Je ne veux pas qu'ils se disent, voilà. Préserver la notion d'intimité de séance, et c'est la même chose pour tous et pour toutes. Parce que si vous commencez à accrocher un dessin ou une peinture, eh bien vous avez des patients qui vont dire « Pourquoi moi, elle n'a pas mis ma peinture ? Et puis pourquoi elle a choisi plutôt celle-là que celle-là ?» C'est des questions qui peuvent aussi être amenées. Moi, je fais les choix, et là c'est vraiment, parce que c'est ma façon de travailler, de dire « ça ne m'intéresse pas en fait d'avoir ces questions qui peuvent arriver ». Alors j'en ai déjà parlé, mais l'ouverture de cet espace-temps de créativité, en fait, il faut qu'il soit sécurisé par un cadre thérapeutique qui est solide. Ça veut dire un thérapeute qui est correctement formé, d'accord, qui connaît ses limites, qui est capable de dire aux patients et de définir clairement aux patients, voilà dans quel cadre on va travailler ensemble. Et ça permet, une fois que ce cadre il est solide à l'intérieur, beaucoup de flexibilité, d'accord, et une adaptation une fois qu'une relation s'est créée avec le patient. Collaboration avec des patients sur des problématiques de prise en charge, on va dire. Moi, je collabore très directement avec la psychologue et ou les psychiatres, d'accord ? Soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est-à-dire que soit il y a des choses qui sont sorties en psychothérapie et en fait, l'art-thérapie va permettre de faire un process autrement. Soit il y a des choses qui sortent en art-thérapie et toujours avec l'accord du patient. Je dis, est-ce que vous êtes OK ou est-ce que ça pourrait être intéressant que j'en parle avec le psychologue ou la psychiatre ? Parce que derrière, ça permet de sortir des choses autrement. Excusez-moi, je regarde le temps parce que c'est bon. Je suis désolée, je m'excuse d'avance. C'est des choses que j'avais demandé, des témoignages que j'ai demandé à des professionnels avec lesquels j'ai travaillé. Donc ça va faire un peu de lecture. Hein, je sais que ce n'est pas le top. Donc j'avais demandé le point de vue d'un psychiatre avec qui j'ai travaillé, qui a quitté la clinique depuis, mais ça ne change pas la collaboration qu'on a eue et ce que lui a perçu de l'art-thérapie. Donc, ouvrez les guillemets, je retrouve pas mal de choses que j'avais oubliées. Je revoyais mon petit avant l'accident partir sur les pistes. Je revoyais les images de mon passé. Tout ça, ce sont des phrases qui ont été dites par des patients. Tous ces souvenirs verbalisés, ce sont les outils du psychiatre. L'outil, c'est la parole, mais pour advenir, elle doit franchir de multiples obstacles. Le mélancolique dit la tête les vide, et pourtant, le mélancolique est débordé d'idées de mort qu'il ne peut pas dire, par peur du jugement, de blesser, par peur de lui-même, et si dire, c'était risquer de faire et d'agir, et si dire, ce désir, c'était être devenu fou. Alors comment exprimer sans dire tout à fait, sans souffrir encore plus ? L'art-thérapie est un outil fantastique. Avec Sandra, alors c'est parce que c'est moi, mais c'est valable avec les autres thérapeutes bien sûr, cette médiation peut être libre, mais parfois dure ou plus dirigée, plus sécure. Ainsi, un cadre est offert à une parole. Je peux dire, reconnaître ma souffrance et être reconnue dans celle-ci avec bienveillance et respect aussi, et alors commencer à en comprendre le sens, l'origine, la vérité qu'elle dévoile, et ainsi m'en éloigner et moins souffrir. L'art-thérapie soigne. J'avais ensuite pris le parti de demander à certains patients de témoigner sur ce que ça leur avait apporté. Donc ça, c'est un de ces témoignages-là. Cela remue profondément mes tripes et les souffrances cachées au plus profond de moi. Est-ce que ça m'aide ? Oui, sinon je n'y retournerai pas chaque semaine, même si parfois c'est dur de brasser toutes ces peines. Cela permet d'exprimer mes mots avec des mots, à travers des dessins, de la peinture. L'art-thérapie permet de se faire violence sans douleur, en remettant les choses à plat, en trouvant l'origine de ces mots, un peu comme en psychothérapie, mais en laissant le corps s'exprimer, l'esprit divaguer par l'intermédiaire de la création. En d'autres termes, en lâchant prise, en cette période obscure de ma vie, pas si simple, mais tellement nécessaire. Ça, c'était un patient qui faisait aussi de l'expression corporelle avec une collègue. Et l'expression corporelle lui apportait aussi énormément de choses. Donc ça, c'est une autre patiente. Grâce à l'art-thérapie, j'ai pu redécouvrir ma créativité mise de côté depuis trop longtemps. Une véritable redécouverte de soi permet de libérer certains blocages, une aide profonde sur la confiance en soi, pouvoir sortir les émotions enfouies, pouvoir s'exprimer via différents outils sans les mots. J'attends avec impatience chaque séance, guidée par une personne professionnelle et bienveillante. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé le témoignage de la psychologue avec laquelle je travaille ici, d'accord ? Et j'ai intercalé, parce que j'ai trouvé ça très intéressant, des parties de son témoignage avec le témoignage des patients qui correspondent aux patients qu'elle a cités, pour avoir le point de vue de la psychologue et le point de vue du patient derrière.
L'art-thérapie est un réel atout dans la prise en charge psychiatrique au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Dans certaines prises en charge, l'art-thérapie aide à la libération de la parole, notamment lorsque la problématique n'est pas conscientisée. Concernant Madame B, la séance d'art-thérapie a pu être un facilitateur dans l'expression d'expériences traumatiques. Après celle-ci, la patiente a pu se positionner comme étant prête à s'exprimer oralement sur son passé lors de son suivi psychothérapeutique. Ça, c'est la patiente dont je vous ai lu le témoignage juste avant, Madame B. Nouveau témoignage d'une autre patiente, Madame F. L'art-thérapie m'a permis d'avoir une nouvelle vision de moi-même. J'apprends à mieux me connaître, me comprendre, m'aimer et m'affirmer. Au fur et à mesure, j'apprends à mettre de côté le regard des autres afin de vivre ma propre vie selon mes envies. Re-témoignage de la psychologue concernant cette patiente. La présence de l'art-thérapeute au sein d'une équipe donne un autre regard aux positions habituellement utilisées dans une prise en charge psychothérapeutique. L'expression à travers divers sujets et de nombreux supports ont l'avantage d'être utilisés et utilisables par un grand nombre de patients. Le cas de Madame F, qui a pu utiliser différents dispositifs en séance, a contribué pour cette patiente dans la reconstruction de l'estime d'elle-même. Ce processus a ainsi pu être utilisé dans la thérapie, elle veut dire dans la psychothérapie par la suite. Dernier témoignage de patiente, ce que l'art-thérapie m'a apporté. Grâce à l'art-thérapie, j'ai appris à mieux me connaître et à développer davantage ma créativité. Les diverses propositions m'ont permis de comprendre d'une part mes émotions et d'autre part m'ont fourni des solutions pour mieux les gérer. J'ai aussi appris à lâcher prise et à créer par plaisir sans aucune pression ni obligation particulière. En outre, l'art-thérapie m'a donné plus confiance en moi et m'a permis de façon ludique de mieux comprendre le travail que je devais faire sur moi-même. Je terminerai par la dernière partie du témoignage de ma collègue psychologue. Le travail de collaboration permet d'aborder simultanément différentes problématiques dans les suivis thérapeutiques, pouvant être approfondies dans l'un comme dans l'autre. Des questionnements, difficultés, problématiques, etc. soulevés pendant une séance d'art-thérapie peuvent être approfondis durant l'entretien psychologique. Dans le cas de Madame P, la patiente a été sujette à des reviviscences d'expériences traumatiques suite à une amnésie traumatique, et cela a pu être abordé durant le suivi psychologique. La collaboration dans une équipe pluridisciplinaire est en ce sens intéressante et pleine de richesses cliniques. Voilà. Je terminerai sur cette phrase, ma présentation, voilà, et sur vous voyez l'importance qui ressort des témoignages d'avoir en fait différentes approches. Ça se complète en fait, ça permet de tirer sur des fils différents, mais l'idée c'est de travailler tous ensemble, d'arriver à accompagner le mieux possible le patient. Voilà. Voilà, écoutez, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Prête à bondir. Bonjour à tous. Vous avez dit que les patients ont surtout des troubles de nervosité. Et je voulais savoir, pour les personnes atteintes de TDI, est-ce que l'art-thérapie, ça peut les aider à s'ouvrir? Alors, oula, je me suis approchée, je vais m'éloigner de la... Pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'absolu, l'art-thérapie, en fait, ça peut convenir à un public très très large, d'accord? Donc, il n'y a pas de raison, si ce n'est, comment vous dire, c'est pour ça que c'est important d'être accompagné par d'autres professionnels aussi, qui peuvent vous dire, là, c'est peut-être pas le moment d'aller là-dessus. Qu'est-ce que vous entendez par TDI exactement? Vous avez un exemple concret? Le trouble dissociatif de l'identité. Oui, mais qu'est-ce que vous entendez qu'est-ce que vous imaginez que ça pourrait apporter? C'est ça ma question. Excusez-moi, je l'ai mal formulée. En fait, savoir ce que l'alter et le lot, ils ont en commun, ou savoir les différences qu'ils ont, s'ouvrir plus l'un à l'autre. Alors pour moi, l'idée c'est pas de comparer justement, mais par contre ça peut être une modalité d'expression et justement d'accueillir quelque chose qui sortira peut-être, en tout cas au départ, plus facilement, parce qu'il n'y a pas des mots à mettre dedans. Les mots, c'est ce que disait le psychiatre, hein, c'est hyper utile, voilà. Mais
des fois, une fois qu'on les a dit, ils sont dits, hein, et puis on n'est pas forcément prêt. Donc, pour moi, la prise en charge dans n'importe quel trouble psychique, c'est pertinent en art-thérapie. Par contre, où est-ce qu'elle en est la personne ? Dans un TDI, est-ce que c'est quelque chose qui est OK, accepté, vous voyez, c'est tout ça en fait qu'il faut voir. Mais dans l'absolu, bien sûr que ça peut apporter quelque chose. Si la personne s'en saisit, parce que c'est pareil, si ça se trouve, la personne, l'art-thérapie, c'est pas son truc, c'est pas sa came. Autre chose très importante, alors là on est dans un cadre particulier parce qu'on est en institution, donc il n'y a que moi. Mais si vous allez voir des gens en libéral, c'est important de trouver quelqu'un qui vous correspond. C'est comme avec un psychologue, il faut que ça passe en fait, il faut que vous ayez envie d'aller passer ce moment avec la personne, vous vous sentiez en confiance. Donc il y a tout ça en fait en ligne de compte. Mais sur du TDI ou sur autre chose, pour moi, bien sûr qu'il peut y avoir une pertinence. Par contre, à savoir où en est la personne et ce qu'elle en attend justement. Et c'est important justement de recevoir la personne et de discuter avec elle de qu'est-ce qu'elle attend de ça. Est-ce que j'ai répondu à votre question, ça va ? Oui, merci. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Bonjour à tous. Alors, en début de votre présentation, vous Oui. aviez parlé du RNCB. CP. P. Le B. P. Il n'y a pas de B. Il n'y a pas de B. Non, je suis trop près. Une autre question. Oui. Dans les membres de votre équipe Oui. pluridisciplinaire, on va y arriver. Oui. Est-ce qu'il y a des secrétaires assistants médicaux sociales dans votre équipe ? Alors, on a des secrétaires qui sont les secrétaires des psychiatres qui sont là, oui. Ouais. Vous n'avez pas vu Si. Après, la question c'est est-ce que c'est avec elle qu'on discute le plus des patients ? Elle participe à vous ? Non. Par contre, très clairement, c'est des personnes, quand on passe, on discute de choses parce qu'elles vont passer, mais on n'est pas, non, elles font pas partie de l'équipe pluridisciplinaire au sens discussion des synthèses, etc. Non. Ok, très bien. C'était tout ? C'était tout. Et RNCP, j'ai répondu à votre question du coup ? Ok, P c'est professionnel. Alors j'ai vu qu'il y avait monsieur qui avait levé la main, attendez. Merci. J'arrive, hein. Bonjour, merci. Je suis Dominique, patient depuis 15 ans, Oui. pour des pathologies différentes, des grosses pathologies lourdes, et c'est la première fois que j'entends parler de l'art-thérapie. Je m'étais fait une idée de l'art-thérapie parce que je suis militant culturel dans le monde de l'association, etc. Et là, tout ce que vous avez dit qui était contraire ou qui n'était pas l'art-thérapie, Vous pensiez que c'était de l'art-thérapie ? voilà, tout ce que vous avez dit qui n'était pas, pour moi, c'était l'art-thérapie. Et votre présentation est bouleversante, dans le sens que je ne mourrai pas ce soir couillon parce que... Mais je suis ravie d'avoir servi à ça. Tout ce qui a été dit, jamais j'ai entendu parler de ça en tant que patient. C'est vrai ? Alors, entre la cancérologie, la dépression, le diabète, les professionnels qui m'ont suivi ont Ouais. fait d'excellents soins en psychologie et psychiatrie, et jamais... dans le monde, j'ai 60 ans bientôt, jamais j'ai vu l'art-thérapie sous cette phase-là. Et je crois que le monde profane a besoin d'être éclairé sur ce que peut amener l'art-thérapie à des patients comme nous. Et que ce n'est pas réservé seulement à ceux qui sont connaisseurs, qui ont été eux-mêmes professionnels de santé, ou, mais en tout cas, le malade que je suis enrichi là, et plus que bluffé. Eh bien, écoutez, mais merci à vous. Mais c'est très important. Alors, c'est pour ça aussi qu'on fait... alors, je vous donne le micro. Je vais juste répondre à monsieur. Je trouve que c'est dommage. Moi, je suis la première à militer pour qu'il y ait de l'art-thérapie un peu partout. Parce qu'en fait, comme je vous le disais, ça s'adresse à tous les publics. Dès qu'il y a une souffrance ou un mal-être, que ce soit parce qu'on est diabétique et que c'est compliqué, c'est difficile, voilà, ou parce qu'on a un cancer et que c'est aussi une épreuve, ou juste parce qu'on traverse... Alors des fois, on peut avoir des choses plus... ça peut être juste des événements de vie. Hein, on perd son boulot, on n'est pas bien, il y a une séparation, c'est compliqué. On n'est pas obligé d'être, voyez, sur des choses
dramatique, on va dire, même si je vous dis pas qu'une perte d'emploi et une séparation, c'est pas dramatique, mais vous voyez ce que je veux dire. Parfois, moi, j'ai eu des adolescents juste passer l'adolescence. C'est pas facile, ils ont du mal à parler avec papa et maman, c'est compliqué. Ça peut aussi être ça, l'art-thérapie. Mais vraiment, moi, ce que je veux que les gens retiennent, c'est pas réservé justement à des gens qui savent peindre. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Et quelle que soit l'approche d'art-thérapie, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est artiste qu'on fait de l'art-thérapie ou qu'on est art-thérapeute, attention, d'accord ? Mais c'est pas parce qu'on ne sait pas faire de dessin qu'on ne peut pas faire d'art-thérapie. C'est accessible à n'importe qui a envie d'explorer une autre voie, en fait, d'expression. Je vous écoute, madame. Oui, merci. J'ai sans doute mal entendu tout à l'heure, j'ai pas bien noté ce que vous disiez. J'ai deux petites questions. Oui. Une à propos de vous personnellement. Oui. Vous êtes salarié ici à temps plein ou alors vous avez aussi une autre activité à côté? Je suis à temps partiel. J'ai fait une activité en libéral aussi comme art thérapeute, mais je suis aujourd'hui à 80, bientôt 90% ici. Donc mon activité est libérale. D'accord. Et que sur le pôle Est, il y a d'autres art thérapeutes sur les autres cliniques. C'est une grande richesse là-dessus. Franchement, les flamboyants ont vraiment investi sur la pluridisciplinarité. Il y a des art thérapeutes dans chaque clinique des flamboyants. En poste, il y a des psychomotriciens dans chaque clinique en poste. Il y a des ergothérapeutes. Donc il y a vraiment un accès en fait à un panel de soins et de soignants qui est très très large. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans toutes les cliniques et dans tous les... Militez, s'il vous plaît, parce qu'il en faut d'autres pour moi. Mais... oui. Et j'avais une deuxième petite question rapide. Concrètement, dans une séance d'art-thérapie, est-ce qu'il y a un cadre, une durée moyenne, limite, ou est-ce que c'est à peu près toujours la même chose? Est-ce qu'on prend, par exemple... une personne pendant 1 heure ou est-ce que c'est elle qui s'arrête? Comment ça se passe? Alors, moi, ce que je dis ici, en tout cas, les séances, il faut bien les timer, que ce soit en clinique ou en libéral. À un moment donné, il faut qu'il y ait une fin possible. Par contre, je présente toujours ça comme une ouverture de porte et à un moment donné, il y a la fermeture du magasin. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas sortir avant du magasin si vous avez décidé qu'aujourd'hui, la séance s'arrête. Donc ça, c'est une très bonne question. J'ai des gens, des fois, 1/4 d'heure. Et en fait, je sens que, ils ont déposé ce qu'ils avaient envie de déposer. Et je leur dis, vous avez envie qu'on aborde autre chose? Non, là, c'est bon comme ça, j'ai envie qu'on s'arrête là. Mais dans ce cas-là, il peut y aller. Par contre, moi, je leur explique bien que j'ai un temps, la limite, c'est 3/4 d'heure. Des fois, ça passe sur 1 heure parce que je laisse 1/4 d'heure entre mes 2 séances. Et si je sens vraiment que la personne en a besoin, je tire. Mais dans l'absolu, il y a une limite de temps. Par contre, à l'intérieur de ce temps-là, si le patient... il a envie de partir un petit peu plus tôt, rester un peu plus tard parce que ce jour-là, il en a besoin et moi que je peux, c'est possible. Et est-ce que vous prenez des notes, il y a des fiches patients ou alors c'est vraiment pas... Alors, quand vous parlez d'où? D'ici ou en libéral? Ici, bien sûr que oui, il y a un dossier patient. Il y a un dossier patient, on fait des transmissions en fait, on partage au sein de l'équipe, bien sûr, c'est des données qui sont confidentielles, on va pas c'est des choses confidentielles, dans un logiciel sécurisé, on met un certain nombre d'informations sur le patient et c'est pour ça que je vous dis que moi je discute vraiment avec les patients vous savez que comme on travaille en équipe, on partage un certain nombre de données. Mais justement, je leur laisse la possibilité, s'il y a des choses où parfois, ils ne sont pas encore prêts. Vous voyez, c'est-à-dire que là, ça sort dans cet espace-là, mais ils ne sont pas encore prêts à le confronter à l'ensemble de l'équipe. Sous réserve que ça ne les mette pas en danger, parce que ça aussi, je suis toujours très claire. Je ne vais pas, si un patient me dit j'ai très envie de me suicider, je ne vais pas lui dire on va garder ça entre nous. Non, là, bien sûr, on est bien d'accord, sous réserve qu'il n'y a pas de mise en danger, c'est comme ça. Je lui dis, là, voilà. Par contre, si c'est des choses où il n'y a pas de mise en danger de lui-même ou d'autrui immédiate, je peux lui dire bon, vous n'êtes pas prêt, ok, pour l'instant, je ne l'écris pas. Voilà. Parfois, je vous dis, ça peut être, ce serait peut-être intéressant quand même que j'en parle au moins au psychiatre ou à la psychologue, vous êtes ok avec ça? Vous voyez, voilà. Mais l'idée, c'est justement de ne pas briser la confiance qu'il y a avec le patient, parce que je ne veux pas, quand on parle de confidentialité, qu'il s'imagine que, on dit rien à personne. Bien sûr que non, on travaille en équipe, c'est le but qu'on partage des infos. Par contre, ce que je leur dis toujours, c'est que c'est pas dans un but de voyeurisme, c'est pas pour dire, oh, tu sais, il m'a dit ça, c'est, tiens, cet élément-là, peut-être que ça peut permettre d'accompagner la personne mieux par un autre biais à côté. Et en général, c'est très bien compris par les patients. Je vois une main se lever depuis tout à l'heure, je crois.
Au niveau de vos prestations libérales, donc du coup, est-ce que c'est remboursé par la Sécu? Non. Okay. Non, il y a certaines mutuelles qui prennent en charge dès maintenant l'art-thérapie, mais c'est uniquement, voilà, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Ok. Donc ma deuxième question, si j'ai bien compris votre déroulé, parce que c'est vrai que c'était comme monsieur, hein, je le rejoins, c'est une méconnaissance. Donc du coup, merci d'avoir éclairci ce point pour moi, en tout cas. Et je voulais savoir, si j'ai bien compris, en fait, il n'y a pas d'art-thérapie en collectif. Ah si, bien sûr que si, il y a des gens... Bah alors là, vous faites bien de poser la question. Moi, j'ai dit que moi, mon choix, c'est aujourd'hui de faire des prises en charge individuelles, d'accord? Parfois, je vais être très claire, hein, pour une question de budget, parfois, quand vous intervenez dans des institutions, d'accord, et il y a une question de tarif. Donc parfois, les gens proposent des interventions en groupe pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en bénéficier, d'accord? Ça peut être une des raisons pour laquelle ça se fait. La deuxième raison, ça peut être si jamais il y a des problématiques, ça c'est dans un cas plutôt d'intervention extérieure, hein, je ne vous parle pas de ce qui se passe ici. Ce qui se passe au sein d'une institution, c'est ce que je disais, vous voyez par exemple, nous on a un groupe avec la psychologue. Mais dans ce cas-là, le groupe il a un sens parce qu'on a identifié des problématiques particulières qui font que ces patients-là, on peut travailler ensemble quelque chose qui est intéressant. Voilà. J'ai répondu à votre question ? Oui, merci. Très bien. Oui. Vous dites qu'il y avait aussi des séances collectives. Il y a un groupe avec la psychologue. Voilà. Oui. Donc, si vous pouvez nous expliquer comment ça se passe pour respecter ce cadre-là. Alors, et puis, ma deuxième, dans la présentation, au niveau des intervenants, il y a des intervenants extérieurs avec des supports qui là sont autour soit de l'animation, mais c'est toujours des supports thérapeutiques. Comment ça s'articule? Alors, ça dépend. Question très vague, ça dépend. Le groupe, pour répondre d'abord au groupe. Le groupe, en fait, il a une thématique bien particulière, d'accord ? Et c'est un groupe où on va se servir de médiation artistique, très clairement, là. On est vraiment dans un contexte différent parce que je ne vais pas avoir la même approche où je vais dire aux patients, eh ben, je peux proposer ça ou ça, on peut commencer par ça. On n'est plus sur de l'individuel, d'accord ? Par contre, les patients qui ont été sélectionnés pour ce groupe-là, c'est parce que les autres professionnels de santé, le psychiatre, la psychologue notamment, ont dit, tiens, ces personnes-là, ce groupe-là, la thématique du groupe peut être pertinente pour ces patients-là. Donc c'est un groupe thématique au départ. C'est un groupe, voilà, c'est un groupe où il y a une problématique. Alors plutôt que de dire thématique, disons qu'il y a une problématique où on sent qu'il y a des choses en commun et que le fait, en fait, de l'aborder par le biais de la médiation artistique, c'est un autre moyen pour ces personnes-là. Et le groupe, ça a un effet qui peut être extrêmement libérateur. Alors ça peut être aussi tétanisant pour des gens. On demande toujours l'avis aux patients, hein. On n'impose pas un groupe, quelqu'un qui est mal à l'aise en groupe, on ne va pas lui dire si, vous allez. Rien n'est obligatoire dans les prises en charge, d'accord ? Mais le groupe, ça peut permettre aussi de se rendre compte qu'on n'est pas seul à ressentir ça ou à vivre ça. Les témoignages des patients, voilà. Et quelque chose sur lequel on est très d'accord avec la psychologue, c'est qu'on ne force pas les gens à parler. C'est-à-dire qu'on passe par, pour vous tout vous dire, on passe par des dessins et par de la peinture et de l'écriture. Ils ne sont pas obligés de lire ce qu'ils ont écrit. Ils ne sont pas obligés de montrer ce qu'ils ont fait. C'est vraiment sur la base du volontariat. Ce que vous avez envie de partager. Et il y a des gens qui sont plutôt dans l'envie de... Ça leur fait du bien de voir ce partage-là. Et il y a une différence avec les groupes de parole ? Oui, c'est différent. C'est différent. Oui, c'est différent. Ouais. C'est bon pour vous ? Alors ça dépend des confusions. Eh bien justement, moi je suis assez fervente de la communication, donc j'essaye de communiquer au maximum avec les équipes. Par exemple, alors là je vous avoue que là c'est de plus en plus compliqué parce que la clinique grossit, donc il y a un gros roulement de personnel, mais j'essayais vraiment de passer du temps, même pour les aides-soignants et les infirmiers. Hein. C'est pas évident de savoir ce que c'est l'art-thérapie quand on n'en a jamais vu, et puis chaque professionnel fonctionne différemment, donc c'est bien de pouvoir échanger pour savoir comment est-ce qu'on fonctionne. C'est la communication la clé. Et c'est que chacun reste... Voilà, moi j'ai la chance, en tout cas, je touche du bois, les intervenants extérieurs que j'ai pu voir, ou les infirmiers qui font des ateliers créatifs, parce qu'il y a des infirmiers ou des aides-soignants qui font des ateliers créatifs, ils n'appellent pas ça art-thérapie.
D'accord ? Ils font bien attention. Et si jamais ça devait arriver, je serai assez vite devant leur porte, en disant bonjour. C'est un atelier créatif. Voilà. C'est de la communication après, honnêtement. Voilà. Eh bien, c'est la fin. Ah, je suis désolée. Après, bon, ok. On arrête là, du coup. Merci à tous et à toutes.